Bon, allez, on va démarrer tout doucement. Bonjour à tous. Alors, on le voit, vous avez déjà bien compris que c'est dans le chat que ça peut se passer si vous le désirez. Bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série donc, de masterclass intitulée Raconte-nous ta stratégie culture data. Alors, pourquoi ce thème? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas une grande entreprise qui ne travaille sur ce sujet. Je pense que la nécessité de développer la culture data aujourd'hui, c'est une évidence, c'est même un essentiel pour des projets data réussis. Et puis en même temps, tout le monde est friche. Alors, on n'a pas beaucoup de recul sur le sujet, pas de méthode toute faite. On apprend tous un petit peu en marchant. Alors je pense, et je pense que vous serez d'accord, et Aurélia sans doute, que rien ne vaut l'expérience de ceux qui l'ont fait. Et c'est sûrement l'une des valeurs ajoutées qu'en tout cas, nous, on essaye chez Datalogy de vous apporter à tous, vous permettre de profiter d'une synthèse un petit peu des retours d'expérience de toutes ces entreprises avec lesquelles on collabore depuis 1 an et demi qu'existe Datalogy. Allez, top départ pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis super ravie d'accueillir Aurélia Dean, Digital Culture Manager chez Technip Energy. Comment ça va, Aurélia? On m'écoute parfaitement. Très contente ce matin d'être avec vous. Ben écoute, on est hyper contents et je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous. Alors, tu es une grande habituée parce qu'on se suit quand même depuis un petit bout de temps. Donc, je suis aussi l'évolution justement de toutes les stratégies et de toutes les initiatives que tu peux mettre en place. Là, l'idée aujourd'hui, ça va être d'en faire un peu une substantifique moelle. Merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui, pour tous ceux qui ont le plaisir d'être avec nous en direct live. Si vous avez la moindre question, comme dit, direction le chat, vous n'hésitez pas en cours de route. On pourra rebondir dessus avec plaisir. Et puis Aurélia, je te propose qu'on plonge directement dans notre sujet. Ça On y marche. va? On y Allez. va. C'est parti. Je te propose, avant qu'on rentre dans le détail très opérationnel de la stratégie d'acculturation que tu déploies chez Technip Energy, je te propose que tu nous rappelles quand même juste quelques éléments de contexte de ton entreprise, parce que ça a forcément un impact sur ta façon d'appréhender ce sujet de la culture data qui est quand même très lié au sujet de la culture de l'entreprise. Allez, petit pitch de Technip Energy. Alors, Technip Energy, j'allais dire, on est une vieille jeune entreprise. On a 60 ans d'expérience. Mais Technip Energy en tant que telle donc, existe depuis 2 ans sous le nom Technip Energy. On a aussi un nouveau, donc depuis 2 ans, on a un nouveau siège sur la Défense. On est une société d'ingénierie. On est là pour supporter la transition énergétique au niveau de nos clients, apporter des solutions énergétiques. Donc, c'est le vrai défi qu'on a aujourd'hui. Donc, on est une société d'ingénieurs, 15 000 collaborateurs dans plus de 35 pays, donc international. Et on est plutôt une organisation, j'allais dire, centralisée, où on a un corporate qui pousse et ensuite ça va cascader sur les différents centres opérationnels ou les différentes business lines. Donc, ça donne bien déjà des éléments de contexte aussi sur les complexités que tu vas avoir, le côté international, les profils d'ingénieurs, on imagine peut-être des profils avec une sensibilité à la data. Tout ça, on va gratter ensemble. C'est quoi les grands types de data qu'on va retrouver chez Technip Energy? Alors, d'une manière historique, au niveau data, c'est que comme on est une société d'ingénierie, on est historiquement très document-centrique. Donc, on a vraiment ce travail justement de sortir de cette centricité du document pour partir sur le côté data-centrique. Donc, on va retrouver tout ce qui va être data d'ingénierie pour faire tout ce qu'on réalise. On va avoir des data aussi traditionnelles qu'on a dans toutes les entreprises, RH, finance, etc. Et on va aussi avoir un focus sur tout ce qui va être des données de coût, donc coût des matières premières, coût du transport, tout ça pour nous aider à faire toute la partie estimation pour nos heures et estimation quand on rend des appels d'offres. Ok, très bien. Et aussi, j'imagine, ouais, donc il y a du transverse lié à vos activités. Bon, voilà, un panorama assez varié. Et qu'est-ce qu'on attend de cette data chez Technip Energy aujourd'hui? Déjà, on ne fait pas de la data pour faire de la data, donc ça c'est mon credo. C'est C'est un bon credo. Je pense qu'on voilà. on est pas mal à partager. Voilà, on n'en fait pas pour le faire et on est là, on fait de la data pour soutenir la transition, donc double transition, forcément transition énergétique, parce que on va sur des nouvelles solutions, comment on accompagne nos clients sur ces nouvelles solutions énergétiques et vers cette transition, et donc aussi forcément transition de notre entreprise. On ne fait plus les projets de la même taille, on fait des projets qui sont différents parce qu'on va sur des nouvelles solutions derrière. Donc la data doit être là comme un levier pour la performance opérationnelle, pour la partie innovation, et puis pour offrir des services à nos clients, des services digitaux. Ok. Et c'est quoi l'organisation de la data chez Technip? Elle dépend de qui, par exemple, déjà dans l'organisation, la data?
Alors là, depuis janvier, on a eu l'appointment d'une CDIO qui est arrivée, qui rapporte Alors, directement. CDIO, c'est quoi? Chief Data Information Officer, donc qui rapporte directement au CIO de l'entreprise. En dessous, donc au niveau de l'organisation aujourd'hui, donc il y a le responsable IT, la responsable data à laquelle je rapporte, et responsable Digital Factory. Alors je dis aujourd'hui parce que c'est une organisation qui va certainement bouger, mais ce qui a été surtout intéressant, c'est qu'avec l'arrivée justement de notre CDIO, c'est qu'aujourd'hui, le digital, la data et l'IT, on a la même ligne de reporting. Donc on forme une seule et même équipe, ce qui était quand même qui est un grand pas pour justement être sûr qu'on avance bien dans la même direction. Un bon alignement, hein, ça c'est Oui, un vrai sujet. exactement. Oui. Et ce sujet spécifique de la stratégie culture data, c'est porté par qui dans l'organisation? C'est par moi. Par toi. Par moi. Et alors toi, mais est-ce que tu as peut-être des ressources qui sont à tes côtés pour déployer cette stratégie culture data? Alors aujourd'hui, c'est une alternante qui m'aide pour tout ce qui est la partie faire des supports, communication, créer du contenu. Mais je vais aussi avoir d'une manière un peu plus indirecte, j'allais dire que c'est tous les membres du Data Office qui sont un peu mes ressources parce que je vais les aider pour qu'eux-mêmes aussi puissent communiquer, puissent porter les messages, donc soit en préparant sur des posts de Viva Engage, soit quand ils doivent faire des conférences, donc les accompagner ou leur donner des opportunités pour qu'ils puissent justement porter aussi les messages du Data Office et faire cette partie d'acculturation dans chacune de leurs activités au quotidien. Ça, c'est une posture que je trouve intéressante. Tu vois, je ne l'avais pas encore trop entendu, le fait, parce qu'ils sont souvent quand même cavaliers seuls, les responsables de la culturation data, voire très, très cavaliers seuls. Mais le fait que toi, tu aies cette sensation quand même d'avoir, c'est plus que des relais, et que ça fait aussi partie de ton rôle de leur donner ces opportunités d'aller porter la bonne parole, je trouve que c'est une démarche, enfin, je ne sais pas, hein, je partage à vous qui nous écoutez, qui je trouvais est intéressante, parce que ça évite ce côté aussi trop cavalier seul et où on n'a pas 115 000 mains et 115 000 bras, quoi. Oui, puis pour moi, c'est important, c'est de montrer que justement la data, c'est un sport d'équipe, que Mm. c'est qu'ils ont aussi ce rôle dès qu'ils vont mener, par exemple, la data gouvernance, un projet de data qualité, c'est aussi à ce moment-là, ils font aussi de la culturation parce qu'ils sont en lien avec des personnes du business et donc je vais les aider à leur donner ces outils pour qu'ils puissent le faire sans qu'ils aient l'impression de le faire quelque part. Comme tu le dis, en fait, hein, c'est une action souvent qu'on fait sans s'en rendre compte. Et c'est une prise de conscience aussi pour eux, pour tous ces acteurs, de se rendre compte au moment où ils sont en train de faire de la culturation, ce qui les aide peut-être aussi à avoir le bon cran de complexité sur leur discours, etc., ce qui n'est pas forcément évident. Et j'imagine que tu dois faire un petit peu le miroir de ce genre de situation pour les aider un peu à affiner leur discours, par exemple. Exactement. Et on travaille sur ces parties, alors je vais pas dire éléments de langage, mais s'assurer qu'on est cohérent dans les messages qu'on passe, et qu'on est bien aligné sur nos priorités du moment. Très bien. Alors aujourd'hui, chez Technip Énergie, vous en êtes à une deuxième vague d'acculturation. Mais je te propose qu'on reparte du début parce que tout le monde, là, qui nous suit, je suis sûre, est très curieux de connaître déjà la première. Et que tu nous partages les piliers, les 4 piliers dont se composait cette première vague. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous évoquer ce premier pilier? Donc le premier pilier, ça va être donc ce qu'on a appelé le Data Upskilling Programme. Donc, c'était vraiment la première grande action, c'était d'avoir un programme qui est ouvert à tous, où tous les collaborateurs de Technip Énergie, en tout cas, puissent s'inscrire pour les former à la data science. Donc, c'était un programme de 9 mois de formation. On n'a pas pris toutes les personnes qui se sont inscrites, mais ça nous a permis de savoir à peu près quel était le socle de personnes intéressées par ce type de formation. Donc, on a eu 300 personnes qui ont postulé. Pas mal déjà. C'était pas mal et je dis toujours que c'est pas forcément la première action que j'aurais menée de soi d'aller tout de suite chercher les personnes qui veulent se former à la data science, mais qu'en fait ça m'a permis de savoir quelles étaient les personnes qui étaient déjà intéressées par le sujet au sein de l'entreprise et de découvrir des personnes dans des centres dans lesquels je n'avais pas de Je ne serais pas réseau, allée forcément. je ne serais pas allée forcément. Et donc d'avoir ce premier socle de 300 personnes, c'était quelque chose qui était bien pour démarrer. Après, donc, on a gardé cette vingtaine de personnes. Ces 20 personnes donc, ont suivi un programme de 9 mois
de formation. C'était assez intense puisqu'ils sont aussi, donc ils font la formation et en même temps, ils doivent mener un projet de data science. Et donc, ils ont été certifiés, c'était en avril de l'année dernière. Cette initiative comme ça d'avoir fait remonter à la surface de manière spontanée, je t'avoue que c'est quelque chose que je partage pas mal lors des échanges avec d'autres responsables de la culturation data ou chief data officer parce que je trouve ça hyper malin parce que, comme tu dis, souvent le premier levier de changement, c'est l'envie. Oui, C'est l'envie individuelle et personnelle. Et finalement, en proposant cette formation à qui veut, eh ben, tu as fait remonter ces envies individuelles et ensuite, ça va être à toi de les animer, etc., de capitaliser dessus et aussi de faire le tri. D'ailleurs, ça va faire partie, ça va être ma prochaine question. Sur quels critères est-ce que vous aviez en tête pour les identifier? Mais en tout cas, ça va être le premier pas qui va. Tu as ce pool, en fait, que tu as réussi à identifier grâce à cette initiative qui est juste simple et très maligne, je trouve. ça, on a ce pool et en plus, comme on avait les critères de sélection, ça permettait de voir la maturité ou de savoir cette personne, en effet, c'était pas forcément de la data science, mais plus de la data analyse ou de la data engineering, donc d'avoir les profils aussi de ces personnes D'affiner. intéressées par la data et d'affiner. Donc, un des premiers critères, c'était déjà de savoir si les gens avaient bien compris ce que c'était que la data science. Ça paraît bête, mais on était au tout début, il y avait beaucoup de confusion entre data scientist, data analyst et data engineer. Donc, on a affiné pour s'assurer que c'était bien, ils avaient bien compris ce que c'était que data scientist et data science. Après, il y avait le niveau en mathématiques, en statistiques. Alors, on a une grande chance, hein, c'est que justement, on a un public d'ingénieurs, donc c'est quelque chose qu'on a, Oui. voilà, qui est déjà assez élevé dans la compagnie. S'ils avaient déjà travaillé dans la data, même si c'était faire du Power BI ou même si c'était faire des projets avec de l'Excel ou faire de la programmation avec des macros, etc., mais est-ce qu'ils avaient déjà touché un peu le sujet data, leur motivation. Donc la motivation, c'était justement, il y avait une question sur demain, donc vous êtes formé, vous êtes data scientist, est-ce que vous avez déjà identifié des projets sur lesquels vous pourriez travailler en data science? Et on n'attendait pas forcément que le projet soit réaliste ou on sait très bien que c'est dur à trouver, mais au moins qu'ils se soient posé cette question et quel effort ils avaient fourni dans De l'application potentielle. voilà, l'application potentielle et dans leur descriptif et que c'était pas juste se former pour se former. C'est déjà pas mal comme critère. Oui. Et puis, ouais, je crois qu'il y avait aussi le temps qu'ils étaient prêts à accorder, non? Oui, aussi, oui. Parce que comme c'est 9 mois, que c'est 10 heures par semaine, donc le temps qu'ils sont capables d'accorder, mais est-ce qu'aussi ils sont dans les bonnes conditions pour pouvoir accorder ce temps-là? S'il y a une personne qui est sur chantier, on sait que c'est très compliqué de pouvoir dégager du temps et 10 heures par semaine, c'est quand même très prenant pendant 9 mois. Donc à ce moment, on les orientait vers d'autres solutions ou pour une cohorte future. Et au final, qu'est-ce que tu as pu remarquer sur ces 300 profils? Tu as réussi à avoir quelque chose d'un petit peu, parce que j'imagine que ton objectif, c'était aussi de toucher un petit peu tout le monde, peut-être toucher tous les pays. Est-ce que ça a été le cas? Oui, on a réussi à toucher tous les pays. Même, j'ai découvert des centres opérationnels où je ne savais pas qu'on avait des personnes, comme par exemple en Égypte, c'est vraiment un tout petit centre, mais donc on a réussi à toucher tous les centres, à toucher quand même, j'allais dire pratiquement tous les domaines sur cette première cohorte. Forcément, une grosse attrition sur tout ce qui était ingénieur, voilà, toutes les personnes ingénieurs, c'était quand même ce qui représentait la majorité. Ok. Alors, ok, pour ce premier pilier, on est tous grands, les oreilles grandes ouvertes pour t'entendre parler de ce second pilier. Quel est-il? Alors, le second pilier, voilà, premier pilier, on adresse plus centralisé sur la partie data science et on forme. Deuxième pilier, s'adresser à tout le monde. Et donc, c'est avec le data manifesto. Et donc, pourquoi le data manifesto? C'est de se dire, qu'est-ce qui ne se discute pas sur la data et quelles sont les valeurs qu'on partage autour de la data. Donc, on est parti de nos 5 valeurs à Technip Energy. On De a convoqué l'entreprise? Enfin, l'entreprise, voilà, nos 5 valeurs qu'on a, et on a fait brainstormer une soixantaine de personnes sur qu'est-ce que ça veut dire pour la data. Donc, par exemple, on ne compromet pas sur la sûreté et la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire pour la data? Je l'utilise d'une manière éthique, d'une manière responsable. Je vais m'assurer qu'elle est bien protégée. Voilà, ça permet d'ouvrir toutes ces boîtes-là. Il y a aussi, on est collaboratif. Ça veut dire que je partage ma data.
Ça paraît bête, mais comme on a souvent ces problématiques et les personnes qui disent non, c'est ma data, je ne veux pas la mettre à disposition, ou ils ne vont pas savoir l'utiliser, ben, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un principe fondamental qui est on met la data à disposition, on la partage avec des règles de sécurité et ça nous permet d'ouvrir ces différentes… Évoquer les sujets, mais pas juste dans des règles parce que c'est comme ça, mais en les mettant en regard des valeurs de l'entreprise auxquelles tout le monde est censé adhérer. Donc, ça redonne un contexte de sens en plus, en fait. Exactement. Et de C'est pouvoir et top. d'appropriation et le fait qu'on soit passé par justement où les personnes ont brainstormé ensemble à se poser ces questions-là, à trouver du coup cet accord que bah oui, donc on doit partager la data et comment on l'écrit, comment on le formule dans le manifesto, bah, ça permet de bien l'ancrer ensuite et que eux-mêmes deviennent ambassadeurs de de ce qu'on a écrit dans le manifesto. Pour partager un petit peu ton retour d'expérience et pour que tout le monde en profite, de manière très concrète, comment vous avez fait ça? Alors donc, pour la sélection des personnes, alors 60, on ne s'est pas dit on va partir avec 60 personnes, c'est plutôt on s'est dit de qui on va avoir besoin autour de la table. Donc c'était pour moi de m'assurer que justement j'allais avoir des personnes des différents centres opérationnels qui soient bien représentés et d'une manière équilibrée. Parce que comme je suis à Paris, on peut avoir une tendance à du coup mettre plus de Parisiens ou de Français dans la boucle et donc après ce sera plus dur à faire l'adoption, Adhérer à tout le à monde. adhérer. Donc, m'assurer que j'avais bien les différents centres, que j'allais bien avoir les différents domaines aussi présents. Donc, pour les domaines, ben, on s'est appuyé, on a pris les data domaine honneur. Comme ça, on était sûr qu'on avait les 12 domaines qui étaient représentés. On a fait une sélection de data stewards dans chacun de ces domaines-là, parce que nos data domaine honneur sont plutôt des leaders. Donc, on voulait aussi avoir des Un peu gens plus opérationnel. opérationnels avec les data stewards. J'ai pioché aussi bah, dans mes 300 justement qui avaient postulé pour voir qui étaient les personnes qui étaient déjà, j'allais dire, actifs sur ces différents sujets. Donc le réseau un peu digital data avec une sélection de personnes, des gens de l'IT, des gens de la data et du digital, et les responsables de centres opérationnels pour qu'il y ait aussi une bonne adoption au niveau des centres et qu'après que ça puisse être des bons relais. Donc ça, c'est comment on a fait la sélection. Donc après, comme on avait ces 60 personnes sur des créneaux horaires différents, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on a proposé 3 sessions. Donc une le matin pour les personnes qui sont en APAC, une en fin de journée pour les personnes qui sont plutôt côté États-Unis, et puis une milieu de journée, là qui pouvait convenir soit pour l'Europe, soit pour l'APAC, soit pour les États-Unis s'ils se lèvent tôt. Ils choisissaient dans lequel des 3 groupes ils voulaient être et ce qui était le plus convenient pour eux. Et après, on les a subdivisés à l'intérieur. Donc, comme ils étaient 60, ça faisait à peu près une vingtaine. On les a resubdivisés en 4 groupes à l'intérieur avec 4 animateurs. On est reparti des valeurs, donc avec un whiteboard. Et voilà, où ils brainstormaient dessus. Et après, ils revenaient tous ensemble et on comparait les quatre whiteboards qui avaient eu lieu. On a recollecté toute cette matière, on l'a moulinée, on en a fait une première version de manifesto. On a refait une session où on leur a partagé pour collecter leurs commentaires en live. On ne voulait pas envoyer le manifesto, puis après attendre le retour par écrit, mais voilà, avoir directement leur retour. Donc pareil, on les a redivisés en petits groupes pour collecter leurs retours. On a pris leurs commentaires. Parfois, on a expliqué pourquoi on n'a pas pris aussi certains commentaires. Donc ça nous a permis de voir si on était revus dans les messages qu'on voulait faire passer. Et on a fait une dernière session, on leur a partagé le résultat. Génial. Et le livrable final, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, livrable final, donc le manifesto, il y a un motto qui résume le manifesto. Donc, le C'est motto, c'est quoi? Together, let's energize data. Et chaque mot a son importance. Donc, together, c'est pour dire que justement, ce n'est pas une affaire du data office ou de l'IT, c'est ensemble, Collectif. collectif. Energize, alors forcément, il y a le côté, on va créer de la valeur avec la data, mais c'était reprendre toute la métaphore autour de l'énergie, c'est-à-dire, la data, c'est comme l'énergie, je dois la créer d'une manière propre au départ, je dois avoir une énergie, une data propre, je dois la rendre disponible, comme l'énergie, on doit la mettre à disposition, et je dois l'utiliser d'une manière responsable, donc ne pas gâcher, voilà, comme la partie énergie. Donc, c'était vraiment la Fil métaphore. conducteur. Très bien. Pareil, hein, ça, je trouve que c'est une initiative qui est hyper très intéressante parce qu'elle donne du sens
en relayant, et puis c'est ce qu'on disait au départ, hein, le culture data et culture d'entreprise, c'est tellement lié. Donc là, tu crées vraiment le lien entre les deux et ça évite les règles qui tombent comme des règles voilà, édictées par d'autres. Là, c'est presque eux aussi qui les ont définies et qui se les ont appropriées. Et ça fait partie du fait aussi de l'ADN de l'entreprise. Donc, je trouve que l'initiative, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, mais n'hésitez pas. En tout cas, je trouve que c'est une initiative super intéressante. Alors là, c'était notre deuxième pilier. Quel est donc le troisième pilier? Alors, le troisième pilier, c'était donc le lancement des data communautés. Donc, mes 300 du mon Data Upskilling Programme m'ont aidé justement dans ce lancement des communautés, puisque c'était les premiers qui en ont fait partie. Alors, j'ai pas eu les 300, j'ai presque eu les 300 au téléphone en entretien, puisque j'ai eu les personnes qu'on avait présélectionnées, puis après, j'ai eu les personnes quand je leur ai demandé que s'ils voulaient avoir les raisons pour lesquelles ils avaient pas été sélectionnés, ils pouvaient me contacter. J'en ai quand même eu à peu près plus de 200. Et il y avait cette question, justement, où je leur ai posé la question, s'il y a une communauté, quel type de communauté, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme type de contenu? Donc, comme ça, j'ai pu avoir directement la voix du client, de mes futurs Parfait. clients de ces communautés et de commencer à les créer. Donc, on a fait, on a lancé, et j'allais dire, dans ces communautés, c'était déjà de m'appuyer sur ce qui était déjà aussi existant dans l'entreprise. Donc, on a fait une communauté d'experts, parce qu'on a une partie, on a des communautés d'experts qui sont existantes. Donc, on a créé un pôle justement sur la data et le digital. Et après, une communauté plus large sur donc, Viva, ce qui s'appelle Viva Engage. Et on a appelé ça, alors c'est quelque chose que j'ai repris de chez Dataiku, mais qui était, je trouvais, qui était assez bien représentatif de ce qu'on voulait, c'est Data You. Donc, parce que la data, sans vous, c'est juste de la data. Et c'était la question parce qu'au départ, on voulait l'appeler Data for You. Et je m'étais dit, non, parce que c'est pas de la data pour eux, mais c'est eux qui doivent être acteurs de la data et que c'est eux qui transforment la data et qu'il ne faut pas qu'ils soient passifs et qu'ils attendent que ce soit nous Absolument. qui transformions. Donc, c'est Data You et que c'est avec eux que ça va se transformer. Top, super. Et ça fonctionne, ces communautés? C'est un exercice qui n'est pas simple, hein, l'animation des communautés. Non, c'est un exercice qui n'est pas simple. Et donc là, justement, après, j'ai identifié des personnes au relais. Donc, il y avait déjà des personnes qui étaient déjà un peu actives, qui postaient déjà des choses, qui étaient déjà plutôt dans le partage. Donc, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour justement, j'allais dire, rentrer un peu dans l'équipe de contenu éditorial, que je pouvais aussi les aider à écrire des posts. Donc, parfois, j'écris les posts pour eux. Ils les relisent, ils les modifient et après, ils peuvent les poster eux-mêmes, mais d'avoir d'autres personnes qui fassent relais pour que ça ne soit pas uniquement Claire. sur mes épaules, les épaules d'une ou deux personnes et d'avoir ces relais. Mais c'est vraiment Oui, c'est un travail de longue haleine. c'est un travail de longue haleine. Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu dis. D'abord, il y a le fait d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec les futurs membres de ta communauté avant de la créer. Ça, c'est souvent un exercice. Enfin, souvent, nous, on nous contacte en nous disant on veut développer la communauté. Et c'est le Data Office qui dit on veut développer la communauté. Et voilà, on développe la communauté, c'est purement descendant. Alors que, comme tu le dis, une communauté, si on a envie qu'elle soit pérenne, il faut vraiment s'assurer elle n'existe que par les interactions que les gens ont dessus. Donc, la première chose, c'est de s'assurer de quoi eux, ils ont besoin et pas de quoi le data office a besoin. Et des fois, c'est pas simple de réussir à se dissocier de son envie, de celle de son client, hein. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas évident. Et le deuxième, le deuxième petit retour aussi que je peux te faire par rapport à ça, par rapport à ces personnes, comme tu dis, qu'on essaie de faire remonter pour qu'elles produisent des contenus, j'ai pu voir dans d'autres entreprises comme quoi le fait de devenir quelque part aussi un peu lead sur ces communautés, ça peut être un vrai pied à l'étrier aussi pour les carrières de ces personnes. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu ce retour, je pense à différentes personnes qui ensuite sont devenues et ont été naturellement positionnées comme des experts du sujet. Là, je viens d'interviewer, je crois que l'interview, ou bien elle était même la semaine dernière, sur la newsletter Datalogie, Florian Caringi de chez BPCE. Lui, c'était le responsable de la communauté Big Data, 1000 personnes dans le groupe BPCE sur ce sujet-là. Et il m'a vraiment raconté comment le fait d'avoir été visible fait que maintenant, il est totalement associé à ce sujet et que ça l'a aussi beaucoup aidé à se positionner, à gagner en crédibilité, etc. Donc, ça peut être aussi des vraies opportunités. Je dis ça pour ceux qui nous suivent et qui ont du mal à embarquer les gens pour les amener à prendre un petit peu de temps pour produire ces contenus, c'est que ça peut être aussi un vrai moyen de faire levier aussi pour sa carrière, je pense, hein. Complètement.
Non, non, complètement. Ça offre, comme tu dis, cette visibilité. Souvent, c'est des personnes qui se disent ils n'ont pas le temps de Mm. lever la tête, etc., pour faire cette partie de création de contenu. Donc, c'est là où j'allais dire, j'essaye d'agir un peu comme un petit booster ou Facilité, quoi. faciliter justement ces rédactions et montrer que ça peut être aussi des choses très simples et très rapides à faire. Absolument. Alors, ça, c'était notre troisième pilier. Quatrième pilier, Ah, qu'est-ce? le quatrième, donc c'est le Data Serious Game ou Data Energy Challenge. Donc, on a fait notre manifesto, c'est bien, on a mis nos principes guides, les comportements qu'on doit avoir, les bonnes pratiques. Mais maintenant, comment les personnes qui n'ont pas participé aussi à l'écriture se l'approprient? Donc, on a décidé de le faire sous format d'un escape game virtuel avec tout ce qui va être avec des situations autour de Technip Energy. Donc, c'est un personnage qui revient du futur, qui dit, voilà, on a pris des décisions, mais a priori basées sur de la mauvaise data. Donc, il faut aller faire des corrections. C'est Marty. Ouais, c'est Marty, exactement. C'est Retour vers le futur. C'est Marty qui revient et la personne va se rendre compte, ah bah oui, j'ai les noms de pays en doublon. Ah bah parce que quand j'ai créé cette application, je ne l'ai pas relié avec le MDM. Bon, alors du coup, on explique ce que c'est qu'un MDM et puis on va expliquer justement, il y a une des valeurs qui est je fais attention à mes métadatas. On va Mhm. parler comment je trouve qui est le propriétaire de cette donnée. On introduit la notion de data catalogue. Je vois qu'il y a une erreur sur une data, comment je la fais remonter pour que la correction soit faite et à la racine avec le data catalogue. Donc, on introduit en plus en même temps la partie outillage et à chaque fois, il collecte les badges du data manifesto et il découvre chaque valeur du data manifesto. Excellent. Donc là, on sent vraiment aussi les interconnexions qu'il y a entre les quatre différents piliers sur lesquels vous allez travailler. Donc, si je récapitule pour tout le monde, le premier pilier, Data Upskilling Programme. Deuxième pilier, Data Manifesto. Troisième pilier, le lancement des data communautés. Et enfin, le quatrième pilier avec l'Escape Game Data Energy Challenge. On est d'accord? On est pas Oui. mal. Là, on disait tout à l'heure, aujourd'hui, vous en êtes à une seconde vague d'acculturation. Alors, c'est quoi le programme? Alors, le programme là, pour la deuxième vague, c'est de se dire que là, on était parti sur des choses où on a essayé d'adresser un peu tous les domaines ou être généraliste. Maintenant, c'est d'adresser la data et le digital. Qu'est-ce que c'est pour chaque domaine? Alors, on a commencé avec les ressources humaines, Mhm. parce que justement, il y avait le côté, je veux dire, ils sont impactés à double niveau. C'est eux-mêmes, quel est l'impact de la data, de l'intelligence artificielle dans leur domaine RH? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils doivent changer? Et aussi, quel est l'impact sur les employés, sur tout ce qui est la partie data, intelligence artificielle, et qu'est-ce que ça va amener comme changement. Donc aussi, eux, de leur côté, comment ils vont pouvoir accompagner dessus. Donc, ils avaient ce double volant. Et donc là, on fait intervenir quelqu'un qui est expert dans la data et l'IA, mais qui est expert aussi dans le domaine RH. Parce que D'accord. voilà, moi, je vais avoir des difficultés, j'allais dire, à connaître bien le day-to-day que peut avoir quelqu'un des RH, quelles sont leurs problématiques, et d'avoir quelqu'un en face qui est aussi des RH et qui a déjà fait ce parcours ou qui fait ce Ça parcours, résonne autrement. ça résonne et ça donne pas l'impression que c'est irréaliste ou déconnecté. Mhm. Là, on est en train de le faire aussi avec le légal, qui a toute une problématique de change qui en plus se prend aussi la vague d'IA générative en plein. On le fait aussi avec la communication. Donc là, j'adresse les différents domaines. Alors mon choix de domaine, c'est assez simple, hein. C'est aussi un peu mes premiers clients, les premiers qui viennent, ceux qui sont plus matures, pour qu'après, ça donne envie aussi aux autres domaines de venir et d'avoir cet accompagnement. Mais on fait voilà, plus ciblé en termes de domaine. Ok, très bien. Juste pour revenir au Data Manifesto, on a une petite question dans le fil le fil de l'échange. Comment est-ce qu'il a été communiqué, ce Data Manifesto, aux collaborateurs, une fois qu'il était là, que le livrable était fini? Alors, il a été diffusé d'une manière, j'allais dire, par capillarité avec les 60 personnes. Parce que donc, on a eu le mot d'ordre aussi côté communication de ne pas le communiquer d'une manière massive à tous les employés, parce qu'ils ne voulaient pas que ça donne aussi l'impression que chaque domaine allait pouvoir faire son manifesto. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une multiplication de Ouais. manifestos et que chaque domaine fasse le sien. Donc, on a responsabilisé, j'allais dire, les 60 personnes qui avaient participé à la rédaction, en sachant qu'il y avait les responsables de centres opérationnels.
à le diffuser de leur côté. Donc, on avait préparé du matériel Un kit? justement, un petit kit de diffusion. Après, donc, il est disponible sur l'intranet et c'est aussi pour ça qu'on a fait l'escape game parce qu'on s'est dit que c'était aussi un bon moyen de pouvoir commencer à former les personnes sur la partie manifesto et de le diffuser en même temps et que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, j'allais dire. Ouais, très bien, super, merci. Je reviens donc sur la deuxième vague. Il y a eu les collaborateurs qui avaient été identifiés là, parmi les 300 qui étaient remontés à la surface, tous ceux qui avaient pu profiter de la formation. Cette année, vous l'avez refait, cette démarche? Oui, tout à fait. On a refait la démarche. On a eu à peu près le même nombre de personnes qui ont postulé. Par contre, il y a je vais dire, il y a une vraie différence entre les deux cohortes et c'était assez intéressant de voir les différences en termes de maturité qu'on avait gagné en un an. C'est que du coup, on a doublé la cohorte. On a 43 personnes, même parce qu'on a eu des candidatures. Alors au départ, on partait que pour 20 à reprendre, mais on a décidé de doubler parce que les candidatures étaient vraiment meilleures, j'allais dire, en tout cas plus matures, Ça, c'est intéressant. sur vraiment la partie data science, plus fouillée. On a vu qu'il y avait une motivation qui était beaucoup plus présente. Et donc, on a doublé puisqu'on s'est dit que ça servait à rien de faire attendre ces 20 autres personnes qui avaient très bien le profil une année supplémentaire, alors que là, ils pouvaient le faire directement. Quelque part, tu as vu déjà les premiers impacts de tout ce que tu avais pu faire en termes d'acculturation la première année, quelque part, avec ces profils plus matures. Ouais, complètement. Parce que là, j'ai Ouais, plus besoin de réexpliquer les différences entre data science, data analyst et data engineering. C'était un des vrais curseurs, chose que j'avais dû faire beaucoup lors de la première fois. lors de la première cohorte. Très bien, super. Je sais que vous êtes toujours aussi fan, vous qui nous écoutez, un peu d'un petit côté méthodo, de mots-clés, voilà, qui peuvent permettre un petit peu de structurer votre réflexion sur ces sujets d'acculturation. Toi, tu m'as parlé d'une série comme ça de mots-clés à chaque fois qui soient un peu pour toi les ADN, les essentiels d'une stratégie d'acculturation. Tu peux nous raconter? Oui, alors c'est repris du PROCI. Donc PROCI, c'est au niveau du change management et c'est donc ADCAR. Donc A, awareness. Pourquoi on fait le changement? Donc c'est le fameux pourquoi. Donc voilà, awareness. Donc pourquoi on fait le changement? Pourquoi on demande aux gens de changer? D, le désir. Donc que les gens, qu'ils ont compris pourquoi, maintenant ils ont envie de faire partie du changement. Ensuite, uniquement, on passe au knowledge, donc du coup, au learning, à la formation. Les gens vont en formation, mais en sachant le pourquoi et ils ont envie d'y aller. Ensuite, il y a la partie A, ability, donc mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Et après, le R, on renforce. Alors là, je le fais comme si les personnes faisaient un chemin linéaire, mais souvent, il va y avoir on fait de l'awareness, ils ont envie de faire partie du changement, ils vont en formation. Là, d'un seul coup, ils se rendent compte que Il y a plein de c'est beaucoup choses. de choses, il y a plein de choses, c'est les vrais, ce qu'ils vont pas réussir, ils vont avoir du mal à passer à la suite à l'ability. Donc parfois, il faut refaire un petit peu de passage sur la partie à nouveau désir, refaire partie du changement. Et ça m'aide aussi parfois à positionner les personnes ou mes groupes de personnes en me disant ah bah tiens, cette personne, elle est encore, elle est en phase, c'est bon, ability, il va falloir lui faire du renforcement, ou elle est encore en phase où il faut lui expliquer le pourquoi ou créer le désir de changer. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, que c'est pas juste, déjà, c'est ni linéaire ni une boucle, là. C'est des boucles qui reviennent en arrière, enfin voilà, c'est pas si Ouais. simple, quoi. Bon, on l'a eu avec nos data scientists, hein, les 20 qui se sont formés. Après le passage à l'ability, parfois, on a dû réexpliquer sur le pourquoi, refaire du désir et qui se réengage dans des sujets, dans des cas d'usage qu'on peut avoir de data science. C'est intéressant parce qu'on retrouve bien dans tes quatre piliers les différents sujets, awareness, voilà, desire, learning, on retrouve en fait tous ces Ouais. éléments-là. Alors ça, c'était les quatre piliers, c'était le plan prévu, mais la vraie vie, c'est pas toujours le plan prévu à la base. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc Escape Game, on va enfin le lancer. Quand je dis enfin, c'est parce qu'il est prêt depuis un petit moment, mais c'était de savoir comment le lancer. Toujours pareil, en essayant de s'appuyer sur des choses qui sont déjà existantes dans l'entreprise ou des choses qui vont se faire dans l'entreprise. Donc là, on a dans l'entreprise un programme qui s'appelle Be Future Ready Programme. Donc on s'est dit que c'était le bon moyen de mettre justement ce Data Energy Challenge à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu attendu avant le lancement.
Continuer continuer l'acculturation là, sur les différents domaines. Et là, actuellement, on a tout un travail autour de la CSRD, la data gouvernance, la data qualité. Donc ça, c'est des vrais sujets d'acculturation aujourd'hui, donc entre les différentes équipes, j'allais dire RSE, IT, et on a un fort rôle au niveau data gouvernance et data qualité, déjà ne serait-ce que d'expliquer ce que c'est que la data gouvernance, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, leur rôle aussi de leur côté sur ces différents sujets. Ok, très bien. Autre petit, alors ça c'est une question qu'on me pose à chaque fois. Je crois que tous les échanges que j'ai avec les acteurs de la culturation, c'est quoi les indicateurs qu'on peut suivre pour savoir, ouais, monitorer un petit peu ces plans d'action culture data. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple, parce que voilà, ce qui est souvent le plus simple, c'est juste de faire un survey qu'on envoie derrière, mais je vais avoir plutôt des choses, la qualité des candidatures entre la première cohorte et la deuxième cohorte. Pour moi, ça me permet de voir la maturité. Deuxième indicateur que j'ai eu avec ça, c'était aussi de voir le comportement du management. Parce que donc, face aux candidatures des personnes de leurs équipes, la première année, j'avais dû énormément expliquer que le Data Office finançait la formation, mais ne finançait pas les heures passées par les équipes à se former. C'était quelque chose qui a été très compliqué, qui était un vrai point bloquant. Et là, cette année, c'était l'inverse. Les managers avaient provisionné parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir une deuxième cohorte. Ils avaient provisionné et c'était plus un sujet. Donc, je me suis dit, Donc bien saisi, ils avaient ouais. bien compris le pourquoi. Là, ils étaient bien dans le Et vrai mètre. l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver. Voilà, ils étaient en D et ils avaient envie justement d'envoyer leurs équipes et ils voyaient l'intérêt qu'ils avaient à avoir des personnes formées dans leur domaine. Top. Donc ça, c'est Euh, plutôt quali comme retour, comme indicateur. Sinon, tu as d'autres je vais moyens. avoir, alors, ce que j'appelle moi un peu mes appels entrants de personnes qui vont me contacter directement ou un peu de clients sur les différents projets. Et surtout aussi, si j'ai des appels entrants ou des personnes qui souhaitent travailler sur des projets qui sont sur la data qualité, la data gouvernance et pas uniquement sur l'IA ou l'IA générative. Ça. Donc, je me dis, c'est que là, ils ont compris qu'ils avaient d'abord un travail à faire sur ce domaine-là, de data qualité, data gouvernance, avant de passer à l'étape d'après d'intelligence artificielle. Souvent, on fonce plutôt directement dans le cas d'usage et là, on se rend compte qu'il faut en fait Oui, mettre des... Ouais, il y a des prérequis pour que ça fonctionne. Là, c'est génial. S'ils viennent vers toi avec déjà ce type de problématique en tête, c'est vrai que c'est un bon indicateur de l'évolution en tout cas. ouais. Très bien. Selon toi, avec un petit peu de recul, c'est quoi les plus gros challenges qu'il faut relever autour de ce sujet de la culture data? Ça se joue où? Comprendre que c'est jamais fini, que c'est du, Temps long. que c'est du long terme. La Euh, boucle, la boucle. voilà, c'est la boucle. Et qu'il y a pas une action qui va marcher pour tout le monde. Que c'est plusieurs petites actions, mais qui mis bout à bout font que ça marche, un peu côté marketing, justement, côté un peu marketing interne, et c'est aussi d'aller chercher les personnes là où elles sont. Que de dire une fois le message, ça suffit pas. Il faut forcément le répéter sous des formats divers et variés. Et le dernier challenge, en plus on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est toute la hype qu'il y a aujourd'hui autour de l'intelligence de l'IA générative, qui est très bien, parce que ça, pour moi, ouais, je me cache derrière pour continuer à porter mes messages sur la data Un cheval qualité, de la Troie. gouvernance, etc. C'est mon petit cheval de Troie. Mais en même temps, il y a aussi, on doit combattre un peu tout ce qui est dit dans les médias, où souvent ça véhicule encore beaucoup de biais ou beaucoup de préjugés sur l'IA et l'intelligence artificielle, sur l'IA générative. Et derrière, il faut qu'on débunk derrière, où ça recrée des peurs qu'il faut qu'on arrive à débunker. Pas simple. Allez, on profite encore de toi un petit peu. Avec un petit peu de recul, ce serait quoi les conseils que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant, par exemple? Alors, il faut être vigilant que nous, on baigne dans la data tous les jours, qu'il y a des choses qui nous paraissent parfois évidentes, mais qu'il faut continuer à vulgariser, à expliquer, et que c'est pas forcément évident pour tous. Donc aussi à bien juger de la maturité de la personne qu'on a en face autour du sujet data, et pas forcément présumer que la personne
comprend exactement tous les tenants et les aboutissants sur la partie data et intelligence artificielle. J'allais dire aussi, c'est être à l'écoute parce qu'on sait, nous, les messages qu'on veut délivrer. On les a, j'allais dire, un peu chevillés au corps. Voilà, on sait exactement ce qu'on veut dire, les messages qu'on veut porter. Et moi, j'aime bien, c'est passer d'abord par la partie écouter les problématiques des personnes, qui me partagent vraiment leur quotidien, quels sont leurs points de douleur. Et après, uniquement, voir déjà dans tout ce qu'on a dans le panel qu'on peut offrir comme solution derrière. Et après, passer nos différents messages pour leur montrer comment ça peut les aider. Et j'allais dire aussi, le collectif, ça revient sur la partie du data manifesto. C'est quelque chose qu'on peut se dire, ça peut prendre du temps de devoir consulter 60 personnes, du coup de faire plusieurs réunions, on brainstorm, alors qu'on se dit, nous on a dans la tête le manifesto, on sait exactement ce qu'on devrait écrire, mais derrière c'est tellement un temps gagné sur la partie d'adoption, sur comment on va faire rayonner ensuite ces différentes initiatives, que c'est pas du temps perdu, bien au contraire. Et en plus, il y a la richesse de l'intelligence collective qui est vraiment enrichissante. Ça, c'est un combat que j'ai pas mal en ce moment. C'est marrant, l'année dernière, j'avais l'impression que les demandes que j'avais d'entreprise sur comment développer la culture data, ils étaient même demandeurs de ce moment d'abord d'écoute et de bonne compréhension des freins, des leviers psychologiques, etc. J'ai l'impression que cette année, on a plus envie d'aller directement dans le dur. Bon, voilà, après, si c'est l'envie du client, on va suivre aussi, mais c'est comme tu dis, c'est jamais un temps qui est perdu en fait. C'est vraiment un temps au contraire qui va être gagné après et aussi qui va permettre de s'assurer que les arguments qu'on va avoir, ils vont faire mouche. Et comme tu le disais avant, comme il y a tellement un argument pour chaque typologie de personnes, voilà, c'est pas du gâchis que de prendre ce temps-là en amont, quoi. Complètement. Mais c'est pas simple. Non. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre échange et j'ai encore une dernière question pour toi. Je suis assez curieuse. Comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'inspire autour de ces sujets de la culture data? Déjà, j'ai dire datalogie, parce que je crois... mais parce que je crois beaucoup à ce retour sur ce qui se fait chez les autres. C'est inspirant, ça permet justement de trouver des bonnes idées ou de savoir aussi ce qui a marché ou pas marché. LinkedIn, pour trouver aussi des contenus originaux sur la façon de présenter des sujets. Et puis après, j'ai un petit peu mes livres de chevet. Alors, j'aime beaucoup les livres écrits par Aurélie Jean parce que je trouve qu'elle a une bonne façon de vulgariser. Et j'aime beaucoup là, le dernier qui est sur la data et le sport. Parce qu'elle l'a coécrit avec Yannick Nyanga, qui est un rugbyman. Et c'était aussi d'avoir le positionnement de Yannick Nyanga sur comment lui, il a vécu la data dans son sport. Il dit lui-même que si les sélectionneurs avaient dû suivre la data, il n'aurait pas été sélectionné. Mais que lui-même s'est aussi servi de la data pour revenir physiquement, justement, et être à nouveau sélectionné. Et donc, ça repose toutes ces questions sur comment on met l'humain au centre, comment on prend des décisions basées sur la data, et qu'il y a vraiment ce parallèle. Et d'ailleurs, ils le disent, parce que le sport est un peu une métaphore de la vie. Je pense que le sport est aussi une métaphore du monde de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de clés qu'on peut réutiliser pour faire de l'acculturation. Bien, on note. Ouais. Il y a le livre de Béatrice Rousset sur les modèles mentaux. On revient un petit peu à la discussion justement qui était avant, de bien comprendre quels sont nos propres modèles mentaux, les modèles mentaux de l'entreprise, et comprendre quels peuvent être aussi les modèles mentaux des personnes qu'on a en face de nous. Donc, quand je dis modèles mentaux, c'est bien sûr tous les biais qu'on porte en nous et qui sont un petit peu, je vais dire, c'est normal et que parfois, Intrinsèque, ouais. voilà, qui sont intrinsèques et que parfois on peut arriver avec, on dit, voilà, par exemple pour la data, moi je dis toujours avec l'IA, il faut, pour savoir si ça va marcher, il faut d'abord prendre le risque de tester et il faut échouer rapidement. C'est pas du tout dans l'ADN de notre entreprise. On aime bien les choses qui sont, c'est zéro risque. D'échouer ou d'échouer rapidement? D'échouer rapidement. C'est zéro risque et on ne démarre rien sans qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de risque derrière. Et là, on demande à des personnes de démarrer quelque chose avec le risque que ça va échouer. Là, on voit qu'on a deux modèles mentaux qui se confrontent, donc c'est normal que ce message n'arrive pas à passer aujourd'hui. Donc, il y a un modèle mental à déconstruire, ou en tout cas à modifier au niveau de l'entreprise pour qu'on arrive, que ça puisse fitter justement, Ouais. Être aligné. être aligné.
Et après, j'ai le livre de Yves Cazot, alors, qui est sur la transformation digitale Lean, et donc c'est du code au client et du client au code. Donc c'est justement de remettre aussi le client au centre, donc clients qui peuvent être internes ou externes. Alors il y a des passages qui sont très IT, très, ouais, je veux dire très techno. Donc parfois je les saute un peu plus vite ces passages-là, mais il y a des bons fondamentaux derrière, donc je le conseille. Très bien. Livre de chevet, Aurélie Jean, Béatrice Rousset, Yves Cazot, c'est noté. Merci beaucoup. Et puis surtout, je spoil un petit peu en annonçant que tu vas avoir de la lecture en plus, parce qu'on est en train de quasiment finaliser un livre blanc avec plein de nouveaux et nombreux nouveaux témoignages d'acteurs data, dont le tien d'ailleurs, et plein de surprises. Il va sortir d'ici moins d'un mois, vous allez voir, ça devrait vous plaire. Enrichissant, inspirant et évidemment un peu fun, hein, parce que c'est aussi un peu notre marque de fabrique. Et nous, on croit fort qu'on peut réussir à parler data avec un ton justement qui soit un peu fun et qui embarque. Merci encore Aurélia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez encore des petites questions dans le chat. Et puis en attendant, ben, merci à tous pour votre participation, hein. Je vous rappelle pour terminer que la culture data, c'est bien sûr la base de notre expertise chez Datalogy, hein. On est au quotidien aux côtés des data office de nombreux grands groupes pour à la fois travailler sur la partie strat, mais aussi sur la partie très concrète, production de contenu d'acculturation, animation de communauté, etc., etc., organisation de data day. En gros, voilà, dès qu'il y a de la data et qu'on a envie d'acculturer, d'embarquer sur ces sujets, que ce soit des codir jusqu'aux collaborateurs, comptez sur nous sans problème. Et puis, on vous rappelle aussi qu'il y a le 2 juillet prochain, il y a un nouvel épisode de cette série Raconte-moi ta stratégie culture data avec Nicolas Trinton qui est là, j'ai vu son nom passer tout à l'heure, qui est le groupe Data Transformation Manager de Carrefour. J'espère que tu seras des nôtres, Aurélien, hein. Oui, c'est Je déjà dans compte mon sur toi. agenda. Cool, trop bien.